Chers amis internautes, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle séance de chat vidéo. Comme chaque fois, écoutez, je suis à votre disposition et j'attends vos questions. Question posée par Christophe. Bonjour Monsieur le maire. Dans le contexte actuel, est-il raisonnable de construire une maison de la culture à plus de 30 millions d'euros ? 30 millions d'euros, d'abord les chiffres précis, puisqu'on entend aussi différents chiffres. Le projet est à 36 millions d'euros, toutes taxes comprises. Oui, bien sûr, on peut considérer que c'est une somme importante, mais si on ramène ça aux autres salles de spectacle qui sont en cours de construction ou en projet aujourd'hui, proportionnellement, c'est un montant qui est tout à fait, on va dire, correct. Bien sûr, c'est un investissement lourd, mais il faut aussi savoir ce que l'on veut. Ce qui me paraît indispensable aujourd'hui, c'est la nécessité d'une maison de la culture à Bourges. Notre ville est une ville de création artistique, est une ville culturelle, et le fait d'avoir une maison de la culture qui n'est pas, comme je le dis souvent, un théâtre à Bourges, qui est un vrai outil qui concerne effectivement la ville, mais qui concerne le département, la région et l'ensemble du territoire français, est quelque chose de fondamental et qui participe en particulier à l'attractivité de la ville et aussi à son animation. 36 millions d'euros, oui, c'est une somme, mais ça correspond aussi derrière à des projets qu'on doit faire pour une ville si on veut que notre ville évolue. Évolue parce que, quelque part, ce projet aura aussi comme conséquence immédiate, et par les temps qui courent, ce n'est pas neutre, de créer de l'emploi, pour nos entreprises locales. Et ça, c'est un point très important auquel les berruyers sont très attachés. Et ça fait partie aussi de la mission de la municipalité d'aller sur de tels projets. Une question posée par Choupa Choups. Monsieur le maire, pourriez-vous nous donner la date d'ouverture prévisionnelle de la Maison de la Culture ? Oui, tout à fait. Donc la Maison de la Culture est prévue d'être ouverte au mois de juillet 2018, c'est-à-dire finalement dans très peu de temps à l'échelle de tels projets. Simplement pour vous apporter la précision sur le processus qui est en marche, au-delà des fouilles archéologiques qui devraient démarrer normalement le mois prochain, mois de décembre, nous allons annoncer officiellement le nom de groupement d'architectes qui sera retenu donc, au cours du conseil municipal du 28 novembre. Et puis les travaux devraient démarrer au cours du premier trimestre 2016. Une question posée par Émilie Le Tourneau. Bonsoir Monsieur le maire. La construction de la nouvelle Maison de la Culture pose déjà des soucis pour les arbres. Avez-vous pensé aux camping-cars, aux caravanes des forains, qui n'auront plus de place pour se garer rue Jean-Bouin, et la place qu'on va perdre côté Sérocourt? Vous qui voulez 2 fois plus de touristes. Alors d'abord, il faut aussi remettre les choses clairement, il faut être très précis, puisqu'on entend beaucoup de choses qui sont fausses sur ce projet-là. La place Sérocourt, le parking tel qu'il est, prévu actuellement en intégrant ce projet, ne sera pas impacté. C'est-à-dire, bien sûr, on pourra toujours organiser, bien évidemment, les fêtes Jacques-Cœur, l'été prochain et les étés à venir, bien évidemment. On pourra toujours organiser toutes les manifestations liées au Printemps de Bourges, puisque le projet Maison de la Culture se trouve, on va dire, sur la butte qui relie le parking Sérocourt jusqu'à la rue Jean-Bouin. Alors, pour répondre, donc ça c'est la première question, pour répondre après à la problématique de l'installation des camping-cars, on maintiendra bien évidemment le stationnement qui se trouve tout au long du stade de Pège, bien entendu, et on réfléchit à la possibilité de créer d'autres stationnements à proximité afin que les camping-caristes puissent continuer à s'installer à proximité du centre-ville de manière à pouvoir découvrir notre belle ville de Bourges. Une autre question posée par Mathéo. Pourquoi avoir supprimé le skatepark comme ça? On n'a plus rien. À quand un vrai skatepark et où? Alors, donc, le skatepark, pour des raisons techniques, on va dire, et qui nous sont imposées par la Direction régionale des affaires culturelles, se trouvait dans le périmètre des fouilles archéologiques. Donc, ce périmètre nous est imposé, donc on doit respecter cette imposition.
Moi, ce que j'ai demandé très clairement à mes services, et je sais que Nathalie Bonnefoy, maire adjointe au sport et à la jeunesse, a pris ce dossier en main déjà depuis quelques semaines, c'est la chose suivante. D'abord, je souhaite vivement réimplanter dans une façon, je dirais, en solution intermédiaire, ce skatepark, parce que pour moi, c'est un lieu de lien social, c'est un lieu d'échange, au-delà même du lieu de pratique de ce sport. Cette implantation devra avoir lieu dans l'enceinte du stade de Pège, donc à proximité. Elle devra avoir lieu au plus tard au cours du premier trimestre 2015. Cette implantation sera faite en concertation avec les pratiquants. Deuxième chose, et là je veux le préciser aussi, c'est que ce skatepark sera donc accessible bien sûr à tout le monde. Il sera régi par les plages horaires du stade de Pège dans un premier temps, on va dire jusqu'à l'été, et à partir de l'été, ce sera un espace qui sera complètement ouvert, comme était l'implantation actuelle, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et en parallèle de ça, donc j'ai pris une décision donc, récemment, c'est-à-dire dans l'après-midi, nous allons créer un nouveau skatepark qui sera réalisé en 2018. Nouveau skatepark pour lequel je souhaite impliquer dans la concertation, d'abord au niveau de la conception et au niveau aussi de l'implantation, parce que l'implantation est importante dans notre ville, et nous allons y réfléchir donc une fois encore avec les pratiquants dans les semaines qui viennent, de manière à ce qu'on ait un vrai lieu aussi qui ne sera pas un lieu modulaire tel que c'est aujourd'hui, mais un vrai lieu de pratique qui correspond et qui doit correspondre à l'attente aujourd'hui des pratiquants. Une question posée par Z6PO. Monsieur le maire, pourquoi confondez-vous autoritarisme et pouvoir ? Alors c'est une nuance qui est importante. Alors je ne sais pas qui vous visez là-dedans, mais si c'est ma personne, je trouve que l'autoritarisme est un peu exagéré. Le pouvoir, oui, j'ai le pouvoir de décision. C'est la responsabilité que m'ont confiée les Berruyers au mois de mars de cette année. Un maire est un décideur. C'est un décideur qui doit d'abord écouter son équipe rapprochée, qui sont les élus, chose que je pratique depuis le mois d'avril, contrairement à ce qui peut être dit par ailleurs. Certes, les décisions ne sont pas faciles à prendre, mais elles se font suite à je dirais, des échanges sur différents sujets. Bien entendu, je considère qu'on est plus intelligent dans plusieurs têtes que dans une seule. Donc, je n'ai pas la prétention de tout connaître et de tout savoir, mais en définitive, celui qui doit décider en dernier recours, c'est le maire, et je joue simplement, j'ai simplement cette fonction, et je l'applique d'une façon complètement naturelle. L'autoritarisme, je considère que c'est un peu exagéré, j'en suis absolument pas à ce stade-là. Pour ceux qui me connaissent, et je sais qu'ils sont quand même nombreux à Bourges, ils savent très bien que je ne suis pas quelqu'un d'autoritaire. Donc ça, pour moi, c'est un faux procès. Une question posée par Marie-Christine. Bonsoir, y aura-t-il un village de Noël au pied de la cathédrale cette année ? Oui, bien entendu, c'est quelque chose qui est très important. Je dirais qu'aujourd'hui, ça fait partie du patrimoine berruyer, cette animation qui existe depuis plusieurs années. Donc la décision a été prise déjà en 2013, même avant que je sois élu maire, par mon prédécesseur et par son équipe municipale de l'époque. Donc c'est quelque chose qui participe à la vie de la ville, qui participe à son animation. Et bien évidemment, nous aurons un village de Noël et d'après les informations que j'ai, je peux vous assurer qu'il sera encore plus beau que les autres années et Dieu sait qu'il ressemblait à quelque chose de beau déjà. Une question posée par Foucault. Le service Espace Vert peut-il ramasser les feuilles mortes le mercredi après-midi aux abords des écoles car le matériel est très bruyant ? Alors, la gestion des espaces verts des équipes de nettoiement, je tiens aussi à préciser que ce sont la conjonction de ces deux services qui œuvrent pour nettoyer la ville et en particulier donc, les feuilles mortes. C'est un sujet de gestion qui est très compliqué.
parce que, évidemment, les feuilles tombent tout en même temps. Hein. Donc nous sommes très sollicités sur une période relativement courte par l'ensemble des verrouillés pour nettoyer les espaces publics, ce qui est tout à fait légitime et normal. Et c'est vrai qu'autant que faire se peut, on essaie de trouver des périodes qui soient les moins gênantes possibles. Mais vous comprenez bien qu'entre faire ça tôt le matin, où certains verrouillés rouspètent un peu parce qu'ils dorment ou ils démarrent leur journée un peu plus tard le soir, c'est l'inverse, il y a des gens qui travaillent tôt le matin et qui veulent se reposer, intégrer la contrainte aussi que vous citez le mercredi après-midi parce que les enfants n'ont pas cours. Vous voyez, chacun a ses contraintes. Autant que faire se peut, on essaie de tenir compte des avis de chacun, mais vous comprenez que cette gestion qui se fait du temps, qui se fait sur une période très courte, de quelques semaines, est quand même assez complexe. Donc on veut très rapidement que la ville soit débarrassée de ses feuilles, et à parallèle de ça, on nous met des contraintes d'intervention. Donc tout ceci est un peu incompatible, mais sachez que par expérience, depuis des années, on veille à ce qu'il y ait le moins de gêne possible. Malheureusement, à moins de vider la ville de tous ses habitants pour nettoyer les feuilles, on a ces contraintes, on essaie de jouer avec. Une question posée par Bertrand. Bonsoir, croyez-vous que le Bourges Basket va faire une belle saison cette année? Sont-elles bien placées pour l'Euroleague? Alors nous serons ce soir. Là, le match est commencé, puisqu'il démarrait donc à 19h contre les Italiennes de Chio. Il est peut-être un peu trop tôt, pour se positionner, bien que le dernier match a donné effectivement des bonnes perspectives. On face peut-être une équipe qui était relativement faible cette année, ce qui n'était pas le cas des saisons précédentes. Oui, bien sûr. Écoutez, moi je suis chauvin, je supporte toutes nos équipes sportives et le Bourges Basket en particulier. Et puis ça serait on va dire, un honneur qu'à la fin de cette saison, notre équipe du Bourges Basket fasse une grande performance, et ce qui inaugurerait, justement, une belle inauguration de notre Palais des Sports au mois d'octobre l'année prochaine. Une question posée par Jeannot. L'écurie Signature a fait une très belle performance. Nos sportifs ont vraiment du talent. Il serait bien de les mettre un petit peu en valeur. Oui, vous avez raison, parce qu'on parle beaucoup de Bourges Basket, c'est normal, on va dire que c'est notre équipe fanion qui brille depuis des années sur le basket féminin. Mais j'oublie pas les autres performances sportives, quels que soient les clubs, que ce soit à plus ou moins haut niveau. Et c'est vrai qu'en particulier, l'équipe Signature, dont on parle peu, fait des performances importantes. Philippe Sino, que j'ai rencontré récemment, doit se trouver donc à Macao en ce moment, puisqu'il y a un Grand Prix qui a lieu très prochainement, d'ici la fin de la semaine. Et nous avons prévu effectivement de mettre l'équipe Signature à l'honneur d'ici quelques semaines, parce qu'il faut que les verrouillés sachent que Bourges est une ville sportive, et tous les sports y sont représentés. Et c'est vrai qu'en particulier, quand on est au haut niveau, comme peut l'être l'équipe Signature, il faut le souligner et mettre les sportifs à l'honneur. Une question par Isa. Avaricom va ouvrir et vous parlez de 100 emplois créés. Moi qui cherche du travail, j'espère que cela est vrai. Quand ces emplois seront-ils ouverts et où se tourner? Alors, donc, en fait, vous avez raison, Avaricom, c'est 100 emplois directs et 100 emplois indirects. Donc, c'est 200 emplois. C'est très important dans le contexte actuel. Nous avons créé au sein de la ville de Bourges, enfin, je veux dire géographiquement, une organisation qui rassemble la Chambre de commerce et d'industrie, la mission locale et Pôle emploi. Donc la cellule existe, est opérationnelle. Donc moi je vous invite à contacter le plus vite possible la mairie de Bourges ou la mission locale, de manière à prendre en compte effectivement les demandes, et c'est ainsi qu'on fera en sorte de répondre autant que faire se peut aux demandes par rapport à des offres d'emploi, par rapport à vos attentes. Et bien évidemment, ce que je souhaite en priorité, c'est que ce soit les verrouillères et les verrouillés qui en profitent. Une question posée par Marina. Quelle est votre vision de la politique petite enfance pour la ville? Notamment plus de transparence sur l'attribution des places en crèche et plus de participation des parents. Conseil de crèche par exemple.
Alors c'est un gros travail hein, sur les crèches hein, que je découvre depuis le début du mandat, puisque évidemment dans le mandat précédent ce n'était pas dans mes compétences. Je sais que successivement les maires adjoints qui avaient en charge ces dossiers les prenaient à bras le corps. Hein. C'est évident qu'il faut qu'on considère la plus petite enfance, d'ailleurs comme les autres générations, hein, bien évidemment. C'est vrai que je pense que votre idée me paraît intéressante de manière à faire participer, et ça je suis bien d'une façon générale sur ces méthodes de concertation et de participation. Comme je disais tout à l'heure en répondant à la question d'un autre internaute, on est plus intelligent dans plusieurs têtes que dans une seule. Donc je suis absolument favorable effectivement à ce qu'on puisse être beaucoup plus transparent et recueillir les avis des parents sur des améliorations potentielles qui puissent exister de manière à répondre encore davantage aux parents. Une question posée par Aurélien. Bonsoir, vivant à la Chancellerie, je vis tous les jours dans les travaux de voirie. Ça devient vraiment insupportable. Pourquoi ne pas vraiment coordonner les travaux et finir ce qui a été commencé? Oui, je comprends vos difficultés de vivre dans des travaux. Les travaux sont des gènes. Je suis bien placé pour le savoir, ayant été adjoint aux travaux pendant 6 ans. J'ai bien conscience de ces difficultés. Il faut dire qu'on a aussi, il y a un côté positif, c'est d'avoir eu cette chance d'avoir un plan de renouvellement urbain et qui a permis en particulier de rénover, réhabiliter complètement un quartier qui en avait vraiment besoin. En termes de coordination, vous voyez que c'est un chantier très important puisque à la fois se mêlent les bailleurs sociaux hein, dans le cadre des réhabilitations de logements, de déconstruction, de reconstruction, à la fois les services et les entreprises qui gèrent les espaces publics, hein, qui sont les places, qui sont les rues et les voiries. C'est aussi des interventions d'autres collectivités, comme Bourges Plus, en particulier sur le centre commercial et tertiaire. Donc tout ça, c'est une mise en œuvre qui est complexe. Et je peux vous assurer que, je pense réellement, réellement que la gestion des interventions, des intervenants est optimum. Alors il y a peut-être encore des marges de progression, mais vraiment, quand on réfléchit à la situation du quartier de la Chancellerie il y a 10 ans, et on voit comme il est actuellement, c'est quand même une vraie révolution. Et qui fait que votre quartier il a complètement changé hein, de fond en comble. Nous sommes vraiment sur la fin du PRU qui concerne la Chancellerie. Nous sommes sur les derniers aménagements de voirie. Voilà, je vous demande encore un peu de patience, mais bien sûr, je ne vis pas dans ce quartier, je ne vis pas au quotidien ce que vous vivez. Je comprends encore une fois la gêne, mais voilà, c'est un peu peut-être le prix à payer de manière à avoir un quartier qui est devenu finalement un village avec une place de village. La place Cotenay, c'est quelque chose de fantastique. Quand la rue Gustave-Eiffel, avec son marché, ne vit pas comme il vivait avant. Bon, c'est vraiment un lieu de vie, ce sont vraiment des lieux de vie. Il nous reste à travailler maintenant aussi sur le développement des liens sociaux dans ce quartier. Voilà, nous sommes au bout. Je tiens aussi à remercier donc, de votre patience, tous, vous, monsieur l'internaute, et puis les autres. Mais là, franchement, je crois que c'est une belle réalisation. Et vous savez, je suis souvent dans les quartiers, dans ma ville, et en particulier quand je chemine, notamment le mercredi matin, au cœur du marché, on me dit le plus grand bien, d'une façon objective, de ce qui a été fait. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a quelques gênes, quelques désagréments, je le conçois. Mais voilà, c'est peut-être un peu le prix à payer, mais voilà, nous sommes presque au bout de ce projet hein, concernant la Chancellerie. Et puis finalement, je crois que ces petits soucis que vous rencontrez, bientôt, vous les oublierez. Une question posée par Jean Leclerc. Bonsoir, monsieur le maire. Vous avez dit au dernier chat vidéo que si vous aviez du travail pour un jeune, vous lui en donneriez. À Bourges, on peut créer plein d'emplois dans le sport et le tourisme. Un homme a dit « Savoir gérer une ville ou un pays, c'est savoir gérer ses richesses et faire évoluer l'homme avec celles-ci. » Qu'en pensez-vous?
Alors sur la citation, j'y suis effectivement tout à fait favorable. Maintenant, vous savez, la création d'emplois, nous y employons beaucoup. Hein. Je reviens sur la question précédente sur Avaricom. Hein. C'est 100 emplois directs, 100 emplois indirects. Il y a d'autres sources de création d'emplois. Je rappelle les plateformes logistiques, d'Intermarché, de Carrefour qui vont se faire, je dirais, dans les toutes prochaines années. Hein. Donc ça, c'est effectivement des emplois qui sont créés pour les jeunes et les moins jeunes. Donc moi, je vous incite sur le court terme, hein, comme je disais tout à l'heure à l'internaute, s'agissant d'Avaricom, de très rapidement prendre contact avec la cellule qui géographiquement se trouve à la mairie pour pouvoir postuler sur les 200 emplois qui devront être pourvus maintenant d'ici le 18 février. Donc c'est très récent. Et puis nous travaillons beaucoup, notamment avec Bourges Plus, pour améliorer l'attractivité de notre agglomération, pour faire venir des entreprises. Là, j'ai beaucoup de sollicitations sur des créations, notamment de maisons, ce que j'appelle maisons de retraite, hein, maisons seniors maintenant, pour lesquelles elles généreront forcément des emplois. Et une fois encore, ce que je veillerai, autant que faire se peut, c'est qu'ils soient dédiés aux berruyers. Monsieur le maire, une question posée par Jean-Marie. Quelle place pour la culture pour la ville de Bourges? Vous parlez d'attractivité pour le travail. Ne faut-il pas faire la même chose pour la culture? Bien sûr qu'il faut faire la même chose pour la culture. D'ailleurs, on s'y emploie. Je voudrais simplement rappeler une chose. Sur le budget de fonctionnement de la ville de Bourges, le budget alloué à la culture est de 13 millions d'euros, ce qui représente 17% du budget. C'est le plus gros budget en pourcentage de toutes les communes de France. Bon. Si aujourd'hui je me bats aux côtés d'autres collectivités, et notamment je fais référence au rendez-vous que nous avons eu avec la ministre de la Culture récemment, avec le président du Conseil général, avec le président du Conseil régional, avec le député Galu, c'est que c'est fondamental. Notre maison de la culture, c'est un point essentiel justement pour améliorer, développer cette spécificité qui est la création culturelle, la création artistique dans notre ville, dans une maison de la culture du XXIe siècle. C'est aussi ça. Si je ne m'intéressais pas à la culture en particulier et au développement de ces spécificités à Bourges, nous ne nous battrions pas, et le maire en tête, pour obtenir cette maison de la culture. Voilà, maintenant je pense que ce projet il est acquis. Bon, il reste à finaliser le financement. Hein. C'est quelque chose pour lequel je suis assez optimiste. Bon, ça nécessitera du travail, mais c'est un signe fort. Imaginons que cette maison de la culture ne puisse pas voir le jour. Hein. Vous savez, avec même les événements que l'on vit aujourd'hui, malheureusement, ça pourrait être un risque. Donc c'est pour ça que sur ce projet-là, moi j'en appelle vraiment à traiter les sujets de façon complètement sereine, dépassionnée. Tout berruyer devrait se battre à côté du maire et de son équipe pour obtenir cette maison de la culture du XXIe siècle. Et c'est ça l'essentiel. Et ce site, ce nouveau projet qui sera implanté à proximité de la place Sérocourt, c'est un signe fort pour la culture à Bourges. Et c'est comme ça qu'on augmentera l'attractivité de notre ville, notamment dans le domaine culturel. Une question posée par Laurent. Monsieur le maire, est-ce que vous allez nommer 4 nouveaux adjoints? Qui et quand? Alors la question ne se pose pas comme ça. En fait, effectivement, 4 adjoints ne font plus partie, je dirais, de l'équipe des adjoints de l'équipe municipale. Je suis en train de réfléchir à la manière dont on va assumer le contenu de chaque délégation. C'est plutôt le raisonnement, il est vraiment comme ça. C'est de se dire, prenons chaque délégation, hein, je rappelle l'attractivité de la ville, je rappelle l'intergénérationnel, les technologies nouvelles, la politique de la ville et bien sûr la culture. Et c'est de se dire comment aujourd'hui on doit faire fonctionner une équipe, par qui a les meilleures compétences, qui sera le plus représentatif.
L'idée étant surtout d'avoir une équipe soudée, une équipe derrière le maire, avec laquelle on doit débattre avant de prendre des décisions, mais une fois que la décision est prise, on doit être solidaire de la majorité et du maire en particulier. Donc voilà, nous sommes sur la réflexion, en tout cas, les noms de ceux qui auront en responsabilité le contenu de ces délégations seront annoncés et passeront au vote, bien évidemment, au cours du conseil municipal du 28 novembre prochain. Une question posée par Valentin. Que comptez-vous faire pour l'écologie? Y êtes-vous réellement sensible? Bien sûr, j'y suis sensible. En particulier, voilà, prenons un sujet d'actualité sur les arbres. Alors on dit tout et n'importe quoi sur les arbres. Vous savez, je poursuis une politique qui a été lancée depuis des années par mon prédécesseur, qui, je rappelle, à l'occasion, a été entre autres ministre de l'Environnement pendant plus de 2 ans, donc qui connaît très bien ces problématiques, et en particulier qui connaît très bien le sujet des arbres. Voilà. Donc aujourd'hui, nous veillons, comme c'était le cas hier, à réimplanter au moins autant d'arbres qui peuvent être abattus, parce que l'abattage des arbres, ça fait partie aussi de la vie. Hein. Vous savez, très clairement, la gestion des forêts, faite par l'Office national des forêts, gère l'abattage des arbres en forêt et leur réimplantation. Donc ça, c'est pas de nouveau. Hein, c'est pas les difficultés sur lesquelles on met le doigt aujourd'hui, qui sont, à mon sens, un faux problème, ne sont on va dire, un micro-phénomène par rapport à ce qui doit se faire dans l'ensemble des territoires et sur l'ensemble de notre planète. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, nous sommes dans notre suivi annuellement du nombre d'arbres abattus par rapport au nombre d'arbres plantés, réimplantés. Nous sommes sur un solde positif de près de 300 arbres. Hein, et ça, cumulé depuis ces dernières années. Donc voilà, ça c'est une thématique, première thématique. Deuxième thématique, l'utilisation par exemple des voitures électriques. Là, nous sommes, vous savez, nous avons implanté des bornes de recharge de voitures électriques et il est prévu d'en implanter 10 supplémentaires dans les mois qui viennent sur le territoire de Bourges et encore plusieurs dizaines sur le territoire de l'agglomération. La poursuite de la roquette verte, par exemple, hein, qui est aussi un vrai sujet d'utilisation du vélo comme moyen de déplacement, c'est aussi un vrai sujet. L'aménagement des espaces publics et des rues en particulier, avec des aménagements pour pratiquer le vélo, tout ce qui est je dirais, les 2 roues, entre autres. C'est aussi réfléchir à la biodiversité, c'est travailler sur nos marais, sur lesquels nous lançons des opérations depuis en dernier de curage. Ce sont, je dirais, veiller à créer des espaces verts. Je reviens dessus, notamment, je vais prendre l'exemple du jardin de l'Ordre national du mérite, hein, à l'entrée de ville, dans le quartier de l'aéroport, où je vous rappelle précédemment, il y avait un immeuble que nous avons déconstruit. On avait comme projet de reconstruire un bâtiment. Donc nous avons souhaité garder un espace vert. Donc c'est tous ces éléments, et j'en oublie parce que la liste est longue, qui fait que l'écologie, évidemment, est un vrai souci pour nous. Enfin, c'est même pas un souci, hein, c'est une vraie thématique. Et en particulier, moi, si je ne suis pas, un écologique idéologique, je suis plutôt quelqu'un qui considère que l'environnement est d'abord bien pour notre planète, pour nous, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Et puis c'est aussi un vecteur de développement économique, donc un vecteur de création d'emplois, notamment en termes d'isolation thermique sur les bâtiments municipaux, chose qu'on a entamée sur les écoles depuis 2 ans. Une question posée par Anne. Bonsoir. Même si les travaux ne sont pas finis, la halle au blé est vraiment très belle. Vivement la fin des travaux. Que prévoyez-vous pour la halle Saint-Bonnet? Alors la halle Saint-Bonnet, c'est un autre sujet. Nous en avons parlé d'ailleurs récemment avec les services techniques. C'est un projet, allez, on va dire grosso modo, à 5 millions d'euros. Bon. 5 millions d'euros sur un budget, c'est quelque chose d'important. Hein. Bien sûr, nous avons fait le choix sur le court terme de lancer la réflexion du Palais des Sports, hein, qui va se terminer donc l'année prochaine avec un budget voisin de 16 millions d'euros. Nous avons le projet de la Maison de la Culture, on en a parlé tout à l'heure, 36 millions d'euros. Donc ce sont des projets très importants. Je suis conscient qu'au niveau de la halle Saint-Bonnet, excusez-moi, il y a effectivement une rénovation, une réhabilitation à faire. Je pense que nous allons faire ça en 2 temps.
premier temps, c'est d'ouvrir la halle Saint-Bonnet sur l'extérieur, et ça c'est le fruit d'une discussion que j'ai eue avec les commerçants de la halle Saint-Bonnet au cours je dirais de la campagne des municipales du début d'année. Les commerçants considèrent, et je crois à juste titre, que la halle doit être ouverte sur l'extérieur, alors qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est relativement fermé. Et je suis même persuadé que les verrouillés, pour la plupart, ne savent pas quels sont les commerces qui se trouvent à l'intérieur de la halle. Donc on va commencer, je dirais, par cette première phase, ouvrir la halle Saint-Bonnet, et ça fera un lien direct justement avec Avaricom, lien qu'on a déjà formalisé par l'utilisation des matériaux identiques Avaricom autour de la halle Saint-Bonnet. Et puis ensuite, nous regarderons comment nous pouvons programmer la réhabilitation complète de la halle Saint-Bonnet, qui pourrait démarrer dans le mandat, mais qui devrait, à mon avis, normalement se poursuivre sur le deuxième. Voilà, on ne peut plus gérer, on doit gérer les priorités, notamment les priorités budgétaires. Et aujourd'hui, c'est dans ce cadre-là qu'il faut qu'on repositionne ce grand projet qui est de toute manière essentiel pour la ville. Une question posée par Dominique Pasquet. Les rencontres pour Bourges ont lieu actuellement. Quand la réunion Vauvert-Pierrelet est-elle programmée? Alors là, dites voir, là, je ne sais pas si je peux jouer mon joker, mais je le jouerai quand même. Excusez-moi, je ne connais pas dans le détail toutes les programmations des rencontres pour Bourges. Bon, si vous le souhaitez avoir ces précisions, je vous engage donc à soit aller sur le site internet sur lequel ils sont indiqués, soit prendre directement langue avec mon secrétariat qui ne manquera pas de vous répondre le plus rapidement possible. Une question posée par Huguette. Bravo aux agents qui ont dû nettoyer la ville suite à la manifestation des agriculteurs. Oui, alors la question? Une autre question posée par Élodie. Que comptez-vous faire contre les nuisances nocturnes? Brise de verre, dégradation d'images de désolation le matin, comme le 1er novembre dernier. Bon, je vais répondre à la fausse question précédente. Oui, bien sûr, les agents ont œuvré et je les ai félicités personnellement et individuellement sur le travail qu'ils ont fait la semaine dernière pour nettoyer je dirais, les espaces publics qui ont été on va dire, souillés par les agriculteurs. Je ne discuterai pas le fond. Les agriculteurs ont des raisons de manifester. Ça, c'est leur revendication. Par contre, vraiment, ce que je regrette, c'est la forme. Vous savez, quand on souille une ville comme ça, on sait pertinemment que derrière, il faut nettoyer, ça a été le cas, et tout ça a un coût. Et qui doit payer le coût? C'est le contribuable, une fois encore. Donc ça, je m'élève contre ce type de manifestation, une fois encore, non pas sur la forme, mais sur le fond. Que les gens manifestent, ils ont ce droit et cette possibilité, donc il me paraît important, effectivement, qu'ils le fassent encore. Mais là, vraiment, je regrette vraiment la forme. Alors maintenant, je reviens sur la question que j'ai oubliée, mais qu'on va me rappeler. Que comptez-vous faire contre les nuisances nocturnes? Voilà. Bris de verre, dégradation, une image de désolation le matin, comme le 1er novembre dernier. Alors ça, c'est un vrai problème et vous avez raison de le citer. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, malheureusement. Donc j'imagine que vous visez, on va dire, les sorties d'établissements de nuit. Hein. Nous y travaillons notamment avec les services de police, mais déjà l'objectif des sorties de cet établissement, c'est qu'il se passe bien en termes déjà de sécurité des personnes, ce qui n'est pas forcément évident. Et là, nous allons notamment réimplanter en complément des caméras de vidéoprotection de manière à pouvoir visualiser, je dirais, des dérives qui sont malheureusement déplorables. Maintenant, dès qu'on est sur l'espace public, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est des actes qui sont intolérables, injustifiés, qui sont, je dirais, quelque part de non-respect, hein, des actes d'incivilité. Et quand je dis non-respect, à la fois par rapport à la population, et puis à la fois, une fois encore, pour les agents qui incessamment doivent nettoyer de bonne heure le matin, hein, puisque j'ai eu l'occasion aussi de les suivre dès 4 heures du matin, nettoyer tous ces actes d'incivilité. Voilà, il faut
comment dire, éduquer, rappeler le bon sens, mais malheureusement je pense qu'on l'a perdu. Mais aujourd'hui on est plus sur du curatif, c'est ce qu'on sait mieux faire, mais j'avoue que c'est vraiment une désolation de voir dans quel état est la ville, parce qu'une minorité, hein, tout simplement, hein, il ne faut surtout pas mettre tout le monde dans le même sac, mais une minorité décide, excusez-moi l'expression, de se foutre de la population, et ça je m'oppose vraiment à ce type de manifestations qui sont vraiment, une fois encore, irrespectueux des berruyères et des berruyers. Une question posée par Jean-Michel. Pour le printemps de Bourges, la rue Jean-Bouin est fermée à la circulation. Croyez-vous que cela fait vendeur l'ouverture de la Maison de la Culture du côté Jean-Bouin? Merci. Une fois encore, ce projet est fondamental pour la ville. Il est fondamental pour la culture, elle est fondamentale pour les berruyères et les berruyers. On sait qu'à partir du moment où on lance un projet, ça va créer de la gêne, c'est clair. On va veiller, notamment dans le cadre du printemps de Bourges, hein, et les autres manifestations, que les voies d'accès soient le plus dégagées possible. Mais voilà, c'est aussi le prix à payer. Si vous construisez une maison sur un terrain, forcément le terrain à un moment donné il va être aussi un peu souillé par les travaux, mais quand la maison sera terminée et que les abords seront arrangés, on oubliera un peu cette gêne. On va être sur cette situation-là. Écoutez, on va gérer au mieux, mais en tout cas, tout ne doit pas être fait pour faire en sorte que cette maison de la culture ne soit pas implantée à Bourges. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, tout ce qui pourra gêner pendant la période de construction, oui, on va essayer de minimiser, mais en tout cas, je crois qu'il ne faut pas perdre l'objectif que notre maison de la culture, celle du XXIe siècle, est essentielle pour la ville de Bourges. Une question posée par Xavier. Que comptez-vous faire pour le hameau de Pierrelet, qui est un peu enclavé par rapport à Bourges et qui devrait bénéficier de plus d'accessibilité avec Bourges, pistes cyclables ou encore voies piétonnes? Alors c'est vrai que nous avons des hameaux comme ça, je pense à Pisevieille, je pense au village de Gionne, je pense bien sûr à Pierrelet, dont vous venez de citer, qui sont effectivement des hameaux qui appartiennent à la ville, où les gens qui habitent ont eu la volonté, et ce que je respecte, hein, d'être, on va dire, à la campagne. Et il faut bien considérer aussi une chose, c'est que les aménagements qu'une collectivité doit lancer, hein, ça c'est tout à fait naturel, elle doit, on va dire, correspondre à une population la plus importante possible. Bon. C'est la raison pour laquelle on pourrait penser qu'on privilégie un peu la ville, on va dire la ville-centre, hein, tout ce qui se trouve, on va dire, à l'intérieur de la rocade, pour faire simple, pour situer. Bien sûr, Pierrelet a besoin d'aménagement. Notamment, on m'a souvent dit qu'en termes d'accès cyclable ou d'accès pour les enfants qui sont à Pierrelet et qui veulent récupérer un bus pour aller à l'école, il y a des choses à faire. Donc tout ça, nous le savons. Nous avons des projets dans des dossiers. Nous avons ces projets qui sont chiffrés. Mais voilà, après, on a toute une gestion de priorité. Vous savez que les budgets des collectivités sont très secoués, hein, depuis quelques années, en particulier depuis cette année, par le fait que le gouvernement diminue considérablement les dotations de l'État. Donc ça rend beaucoup plus difficile l'exercice en termes de gestion de projet. Mais en tout cas, ces projets, nous les maintiendrons, nous les développerons, puisque c'est ça aussi qui fait vivre notre ville. À la fois, ça rend notre ville plus belle, plus accessible, plus agréable à vivre, et aussi, une fois encore, au risque d'insister, ça crée des emplois, des emplois locaux. Une question posée par Pascal. Referez-vous un jour la rue de Ron qui n'est pas en très bon état? Oui, nous referons toutes les rues de Bourges, hein, mais bien entendu, je pourrais aussi, pour ceux qui ne savent pas, vous dire qu'il y a 250 km de voirie à Bourges. C'est à peu près la distance entre Bourges et Paris, hein, donc c'est considérable. Et je suis conscient qu'il reste beaucoup à faire, il a été fait beaucoup. Et la rue de Ron fait partie effectivement de ces rues qu'il faut requalifier, avec la vraie difficulté, et ça je pourrais en avoir parlé avec les commerçants de la rue de Ron, c'est que vous savez, une rue en travaux pénalise effectivement le développement du commerce. Vous savez, on l'avait vécu avec l'aménagement de l'avenue Marcel-Eglen, c'était très difficile pour les commerçants qui s'y trouvaient. On a réussi à trouver des solutions pour moins les pénaliser,
et encore à l'avenue Marcel Glen, il n'y a pas beaucoup de commerces. Rue de Ron, c'est une rue qui souffre déjà commercialement. Engager des travaux pour la rue de Ron, ça va être quelque chose de très compliqué. Alors oui, il va falloir requalifier cette rue, il va falloir trouver le bon moment pour le faire, et surtout en concertation avec les commerçants et les riverains, de manière à moins pénaliser le fonctionnement de cette rue, qui est une rue, on va dire, remarquable de la ville de Bourges, et qui nécessiterait effectivement un relookage, même si elle est déjà jolie. Mais je suis assez d'accord avec vous qu'il faut faire quelque chose, mais en termes de gestion de chantier, ça va être un peu compliqué. Une question posée par Jean-Claude. Maintiendrez-vous le stationnement gratuit pour les véhicules propres à l'avenir? Oui. La réponse est oui. Question posée par Alain. Est-ce que la place Sérocourt va rester gratuite avec la nouvelle maison de la culture? J'entends dire que non. Voilà, ça fait partie des rumeurs, des bruits qui courent dans la ville, des absurdités. Ces rumeurs qui sont toujours très dangereuses. Vous savez, pour déstabiliser, je dirais, un territoire, une population, il n'y a rien de tel. Je pense qu'aujourd'hui, les Français, les Berruyers en particulier, n'ont pas besoin d'être déstabilisés. La situation est très compliquée, contexte économique, déficit d'emploi, tous ces sujets-là qui me semblent majeurs, la sécurité, tous ces aspects-là. Et pourquoi faire courir de telles rumeurs? La place Sérocourt, le parking Sérocourt est un parking gratuit depuis des années et restera gratuit. Pourquoi? On m'a déjà posé la question hier. Une ville doit à la fois trouver cet équilibre entre des parkings qui sont payants et des parkings qui sont gratuits. Bon. Pourquoi ça? C'est très simple. Un parking payant a la vertu d'éviter ce qu'on appelle les voitures ventouses, puisqu'à par définition, comme ils sont payants, ils n'incitent pas justement les utilisateurs à laisser leur voiture trop longtemps, notamment toute une journée, puisque ça a un coût quelque part. Même si nos tarifs de parking sont relativement faibles par rapport aux autres villes de la même dimension. C'est pour ça qu'il faut des parkings payants, notamment pour les gens qui travaillent en centre-ville. Le parking Sérocourt, c'est typique. Vous voyez, le matin, le parking Sérocourt est, alors, je ne vais pas dire plein, mais très utilisé. Pourquoi? Parce qu'il y a des salariés qui travaillent en centre-ville et qui ont besoin de se stationner et qui ont besoin de se stationner gratuitement s'ils le veulent. C'est pour ça que ce parking restera ouvert. C'est un parking ouvert et bien sûr gratuit plutôt. C'est pour ça que ça a été le choix de l'époque et que je maintiens ça. C'est un parking de centre-ville qui est important et qui doit correspondre effectivement aux besoins des salariés et puis aussi aux visiteurs qui ont le droit aussi, s'ils exigent, de pouvoir se stationner gratuitement. Voilà, donc l'équilibre d'une ville au niveau du stationnement, c'est qu'à la fois avoir du parking payant et du parking gratuit. Donc si on fait courir aujourd'hui ce bruit que le parking Sérocourt sera payant, c'est une très mauvaise rumeur. Une dernière question pour vous, monsieur le maire, posée par TS18. Bonjour, monsieur le maire. Que comptez-vous faire pour la rue Louis Mallet dans un triste état depuis quelques années? Pourquoi ne pas avoir la même volonté d'embellir un axe d'entrée de ville si important comme l'avenue Marcel Glen? Alors, on ne peut pas faire toutes les rues réhabilitées comme l'avenue Marcel Glen. L'avenue Marcel Glen était choisie comme l'entrée de ville aéroport parce que c'est l'entrée principale de la ville. Quand on sort de l'autoroute, on sort ici puisque nous n'avons qu'une sortie et c'est véritablement par là que nos visiteurs rentrent dans Bourges. Donc il paraissait tout à fait normal de donner un aspect plus agréable qu'il n'était jusqu'à présent. Vous avez raison, la rue Louis Mallet doit être requalifiée. C'est une nécessité, d'abord pour des questions de sécurité. C'est un secteur qui s'est développé, beaucoup de lotissements ont été créés. Donc il y a une forte circulation. Il y a effectivement c'était aussi une autre entrée de ville et plusieurs dizaines de milliers de véhicules utilisent la rue Louis Mallet. Donc, il faut sécuriser ces sorties de lotissement et d'activité. 2, il faut la rendre aussi accessible. Quand on regarde les trottoirs qui bordent cette voirie,
On voit qu'à l'époque, on ne se posait pas trop de questions d'accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite, qui sont à la fois des personnes qu'on peut trouver par exemple en fauteuil, mais ça peut être aussi des papas ou des mamans avec des jeunes enfants dans des poussettes. Nous avons des poteaux électriques au milieu des trottoirs et donc nous ne respectons pas ce qui devrait être respecté à terme, le mètre 40 nécessaire pour circuler. Et puis, dernier point, effectivement, il a été fait des tas de travaux sur les réseaux, encore récemment sur l'eau potable, qui a rendu cette rue Loumalet en très mauvais état. Donc, il faudrait refaire tout ça. Donc, nous allons donc requalifier cette rue Loumalet. Nous allons commencer à le faire dans ce mandat. Nous finirons sans doute sur le prochain. Si vous connaissez bien la rue Loumalet, c'est un axe qui est très long. Donc la requalification, ça va être quelque chose de relativement cher. Allez, je me lance, c'est quelque chose qui va coûter 5 à 6 millions d'euros, donc c'est pas neutre. Donc nous allons faire cette requalification par tranches successives et nous allons démarrer cet aménagement dans ce mandat. Voilà, écoutez, nous arrivons à terme de ce chat vidéo. Je vous remercie pour vos questions qui à chaque fois sont pertinentes. J'espère avoir répondu correctement, tout au moins vous avoir apporté les éclaircissements que vous attendiez. Écoutez, maintenant je vous donne rendez-vous au cours la prochaine séance qui aura lieu donc, le 10 décembre 2014, donc dans un mois, à la même heure, à 19h. Amis internautes, bonne soirée, à bientôt.